Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. تحية صادقة إلى جميع مستمعينا الكرام أينما كانوا. هذه مناسبة بانتظار الربط المباشر مع مسيو الصديق أبا. نتقدم بجميع أساليب التحية الصادقة المعبرة إلى جميع مستمعينا الكرام بالمغرب الحبيب، ونعلم أن هناك الكثير من الناس يستمعون لهذا البرنامج لأنه برنامج منكم وإليكم. Notre vœu, c'est dire la vérité, et la crédibilité pour nous, c'est de dire la vérité telle qu'elle est pour avancer. Ce n'est pas pour faire marche arrière أو محاباة طرف أو طرف آخر. لا نحابي أحد، نحابي وطننا في إطار ثوابت، ونحابي فقط الحقيقة والحقيقة الثابتة. وكذلك نتقدم بتحية صادقة للمستمعين الكرام بأوروبا وخاصة فرنسا وبلجيكا وهولندا وكذلك الدول الاسكندنافية ومجموعة من المراسلات، والحمد لله توصلت بها من أمريكا اللي تصنتوا لنا بطريقة غير ديريكت، لأن الفرق الوقت شوية صعيب باش ديال تقريبا عندهم دابا شي 8 ديال الصباح أو 9 ديال الصباح. دونك تصنتوا ليميسيون اترافير نونغيسترومون سور يوتيوب، Twitter, LinkedIn, Google. L'émission Arc-en-ciel est une émission dédiée à la promotion de cette relation France-Maroc et cette relation ancestrale entre deux pays amis. Retour à l'antenne, mesdames et messieurs, comme ça a été convenu. Et quand on dit quelque chose, on le fait avec des hommes de parole. Et mesdames et messieurs, nous sommes en direct avec notre chroniqueur, un spécialiste du monde africain, le chroniqueur du monde version africaine, M. Siddiq Abba. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Merci de votre invitation. Bonjour à tous vos auditeurs. Bonjour chers amis et bienvenue dans cette émission. Vous êtes là aujourd'hui parce que vous êtes le spécialiste dans le journal Le Monde du monde africain. Vous avez fait le déplacement avec une équipe du journal Le Monde à Addis Abeba pour couvrir le sommet africain et en même temps parmi l'élément phare ce retour du Royaume du Maroc au foyer africain. Je m'adresse aux journalistes intègres, un homme qui est connu, reconnu à l'échelle internationale, qui parle vrai, sans langue de bois. Je m'adresse à Siddiq Abba. Comment ça a été ce retour du Maroc, dans quelles conditions et comment ça a été l'impression et aussi les sentiments des Africains après ce retour? Écoutez, le retour du Maroc doit être d'abord perçu comme un processus, comme l'aboutissement d'un processus. C'est pas quelque chose qui tombe comme ça ex nihilo. Depuis 1984, quand Sa Majesté le roi Hassan II avait décidé de quitter l'Organisation de l'Unité africaine à la suite de l'admission de ce qu'on appelle la République arabe sahraoui démocratique, beaucoup de pays africains étaient attristés et s'étaient investis, ont toujours imploré, ont toujours prié pour le retour du Maroc parce qu'ils considèrent que le Maroc a sa place dans l'Union africaine, a sa place naturelle. Parce que ce qu'il faut souligner, c'est que c'est le rôle joué par le Maroc dans la création de l'Organisation de l'Unité africaine. Vous vous souvenez qu'en 1961, il y a eu ce qu'on appelle la réunion du groupe de Casablanca avec Feu Sa Majesté Mohamed V qui avait initié cette rencontre avec un certain nombre de grandes figures de notre continent. Je pense à Kourouma, le Ghanéen, je pense à Modibo Keïta du Mali, je pense à Gamal Abdel Nasser d'Égypte. Donc, il y a eu en 1961 la réunion du groupe de Casablanca. Ensuite, après le décès de Sa Majesté
Mohamed V, le roi Hassan II, avait continué à travailler pour l'unité pour l'unité africaine. Donc le départ du Maroc en 84 a été vécu comme une énorme tristesse et beaucoup de pays, je peux citer le Sénégal, je peux citer le Gabon, je peux citer la Guinée équatoriale, le Congo, étaient investis pour que le Maroc revienne. Et jusqu'à une époque récente, le Maroc avait dit, bon, la raison étant que nous sommes partis parce que la RASD est là, nous n'allons pas revenir. Ensuite, il y a eu, sur la décision de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, une évolution de la position marocaine le Maroc a décidé de revenir. Et nous qui avons vécu en direct cet événement, il y a eu une écrasante majorité en faveur du retour du Maroc. Sur les 52 pays qui se sont prononcés, 39 se sont prononcés fermement en faveur du retour du Maroc. Il y a eu quelques réserves qui ont été exprimées. Et du coup, cet événement a été vécu le lundi 30 janvier, a été vécu comme un énorme événement. Moi, j'ai le souvenir encore, je garde cette image de la délégation du Maroc avec le ministre Mézoir et d'autres personnes qui ont entonné l'hymne national dans le hall de l'hôtel Sheraton et les accolades, les embrassades qu'il y a eu entre la délégation du Maroc, mais aussi entre d'autres Africains qui étaient là et le Maroc, parce que les gens ont vécu ça comme un événement important dans l'histoire de l'Afrique. Et moi, je suis heureux, vraiment, en tant que journaliste, d'avoir assisté à cet événement. Monsieur Abba, dans quelle dimension ce retour est important? Ah oui, non, le retour du Maroc est important sur plusieurs plans. Vous savez que rien que d'abord, il y a le retour du Maroc est important pour la Commission de l'Union africaine. La Commission de l'Union africaine est chargée par le sommet des chefs d'État de négocier, de mettre en œuvre un certain nombre de choses. Le Maroc a une diplomatie de qualité. Le Maroc a des diplomates de qualité qui vont maintenant rejoindre la Commission, qui vont venir travailler pour la Commission, et c'est dans l'intérêt de la Commission qu'on puisse compter sur des diplomates marocains qui ont une grande expérience, qui connaissent beaucoup de choses, qui peuvent aider à faire avancer les dossiers et qui peuvent aider l'Afrique à mieux ficeler ces dossiers. Parce que, comme vous savez, nous négocions dans le cadre du G20, nous négocions dans le cadre avec le G7, nous négocions dans le cadre du changement climatique. L'arrivée des diplomates marocains avec le retour du Maroc vont nous aider à mieux ficeler le document. Premier point. Deuxième point, sur le plan financier. Vous savez que à l'Union africaine, il n'y a que 5 grands contributeurs. Ce sont l'Algérie, l'Afrique du Sud, la Libye, l'Égypte et le Nigeria, qui sont les plus grands contributeurs de l'Union africaine. Avec le retour du Maroc, il est évident que le cercle des contributeurs va s'élargir. Et il y a un troisième élément important pour du retour du Maroc, c'est aussi toute l'expérience que le Maroc a en matière de lutte contre le terrorisme, parce que vous savez, dans un contexte aujourd'hui sécuritaire sur notre continent, déjà à titre individuel, dans le cadre bilatéral, le Maroc aide beaucoup de pays, puisque le Maroc a une expertise reconnue en matière de lutte contre le terrorisme. Donc, il y a de la coopération bilatérale. Et maintenant que le Maroc est revenu dans l'Union africaine, c'est l'ensemble du continent qui va bénéficier. Donc, vous voyez, il y a sur plusieurs plans, ce retour est très bénéfique aux pays africains. Et le retour du Maroc a été vécu comme un événement par les délégations qui étaient là. En tant que journaliste français, M. Siddiq Abba, et pas n'importe quel journal, hein, on parle du Monde, la question qui se pose maintenant, j'ai entendu votre réaction par rapport et votre analyse sur différents plans par rapport à ce retour du Maroc. Comment les Français, surtout les autres journalistes, hein, notamment Le Monde et d'autres médias, comment aperçoivent-ils ce retour du Maroc autant que pays qui joue le pont entre l'Europe et l'Afrique? Je suis chroniqueur au journal au Monde Afrique, comme vous savez, qui est la variante, qui est la composante africaine, qui s'occupe Internet des questions africaines. Nous étions partis avec ma consoeur Charlotte Bozoni, qui elle travaille pour le quotidien Le Monde, le print comme on dit, et elle a couvert l'aspect, tout ce qui est aspect entre puisque il n'a échappé à personne que on regardait les médias français notamment regardaient la rivalité entre le Maroc et l'Algérie, puisque comme vous savez, c'est l'Algérie qui est le parrain de la République arabe sahraoui démocratique. C'est l'Algérie qui a toujours soutenu la République arabe sahraoui démocratique, et les gens qui étaient là, la plupart des journalistes qui étaient là, regardaient quelle pourrait être la réaction algérienne. Et on a assisté à une réaction positive de l'Algérie. L'Algérie ne s'est pas absolument opposée au retour du Maroc. L'Algérie a dit que si le Maroc revient dans l'Union africaine,
il faut que le Maroc accepte de respecter tous les États membres, etc., etc. Donc, ce sont ces aspects qui ont été vécus. Moi, je pense que le retour du Maroc, de façon générale, a été perçu dans l'opinion, en tout cas, comme un événement important. Parce que le Maroc est important sur le continent africain. La France est en compétition avec le Maroc dans certaines parties de notre continent. Aujourd'hui, dans certains pays, le Maroc est devenu le premier investisseur économique devant la France. Donc c'est important. La France a subi avec beaucoup d'attention cet événement sur le retour du Maroc. Monsieur Siddiq Kaba, vous avez dit comme quoi tout le monde a été en attente d'une réaction, la réaction du pays frère l'Algérie. Et à la fin, vous avez dit comme quoi c'était une réaction politique avec son comment dirais-je là, son agressivité, une réaction qui a accepté. Et toute la discussion et tous les échanges et toutes les pourparlers avant ce retour du Maroc donnaient l'impression comme quoi on va arriver à un affrontement très 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 virulent entre les deux pays. Et du coup, la montagne a accouché d'une souris. Pourquoi? Mais je vais vous dire, je vais même vous surprendre, cher ami, puisque moi j'étais là, j'ai vu moi de mes propres yeux le ministre algérien de comment s'appelle, des affaires maghrébines et africaines, de Sahel, applaudi lorsque le roi a fait son discours. Le jour où le roi a fait son discours, le ministre algérien a applaudi. J'ai moi-même vu Mezoar embrasser la maman, le ministre algérien, le ministre marocain des affaires étrangères, donner l'accolade au ministre algérien. Donc, nous, médias, nous avons un peu focalisé, je pense qu'on a trop focalisé en disant oui, ça va être un violent affrontement entre l'Algérie et le Maroc. Il n'en a pas été, parce que l'Algérie a été très subtile. De toute façon, les textes tels qu'ils sont formulés aujourd'hui ne donnent pas à l'Algérie la possibilité de s'opposer au retour du Maroc. Il n'y a pas de veto, comme a dit le président Alpha Condé lors de la session. Donc, comme les Algériens ont compris qu'il n'y a pas de possibilité de s'opposer, puisque 39 pays se sont prononcés, je crois que l'Algérie a eu une réaction positive qui a été celle de dire que le Maroc est le bienvenu, que ça élargit la famille. Et beaucoup de pays, comme quelqu'un comme le président du Sénégal, Macky Sall, a dit que le retour du Maroc est une bonne chose parce que ça va permettre de régler en famille la question du Sahara aussi. Aujourd'hui, que tout le monde, que toute la famille est réunie, on va envisager cette question-là. Et il n'y a pas eu de match, contrairement à ce que les médias occidentaux principalement pensaient. Il n'y a pas eu de match entre l'Algérie et le Maroc. Et pour moi, en tout cas pour moi qui suis nigérien, même si je travaille pour un média français, c'est clair que même si je travaille pour un site, même si je suis allé pour le site Le Monde Afrique, j'ai pas vu d'affrontement entre l'Algérie et je considère que c'est une bonne chose que en Afrique nous puissions positiver les choses, que nous puissions. Moi, je pense que fondamentalement, et comme je l'ai dit, j'ai rappelé tout ce que Sa Majesté Mohamed V a fait pour l'OUA, tout ce que le roi Assemblée a fait pour l'OUA, l'unité de l'Afrique est une chose importante. Et il faut se souvenir que le Maroc a aidé l'Algérie au moment de la lutte pour l'indépendance. Ça, les gens l'oublient souvent. C'est important de le dire. Le Maroc a aidé l'Algérie au moment de la lutte pour l'indépendance. Si les deux pays ont par la suite des différends, mais ça ne fasse pas tout ce qui a été fait ensemble. Et aujourd'hui, moi, je suis heureux de voir le Maroc travaillera ensemble au sein de l'Union africaine. Monsieur Siddiq Kaba, après ce constat, donc vous êtes un témoin qui a assisté à tout ça, ce constat, selon vous, peut-elle être un point avantageux ou peut-être un paramètre qui peut jouer un rôle moteur, vu que nous sommes tous ensemble dans le continent africain sur le plan politique, pour l'Union maghrébine? Oui. Non, je pense que aujourd'hui que l'Algérie, le Maroc peuvent se parler dans les enceintes de l'Union africaine, c'est une bonne chose. Il faut que l'Union du Maghreb arabe, l'UMA, puisse évoluer parce que jusqu'ici, c'est la zone, comme vous savez, l'Afrique a été organisée en 5 régions géographiques, dont l'Afrique du Nord qui est avec l'UMA, mais l'UMA est la région qui a le moins progressé par rapport aux autres entités, à cause justement des différends, des malentendus entre l'Algérie et le Maroc. À mon avis, avec ce retour du Maroc, il faut envisager maintenant de pouvoir surmonter les questions de rivalité, de pouvoir arriver à des choses beaucoup plus positives. Pourquoi pas envisager la réouverture de la frontière entre l'Algérie et le Maroc qui est formée depuis 1994, comme vous savez.
Oui, effectivement. Donc, il me reste deux questions. Monsieur Siddiq Abba, il y a une qui m'a vraiment interpellé. On a échangé ce matin sur cette question, surtout votre dernière chronique dans le journal Le Monde. C'est une première. C'est la première fois que dans ma vie, j'entends une chronique de cette nature qui est révélatrice sur d'autres choses. Je vous cache pas la vérité. Je vais pas vous lâcher. Je vais essayer de creuser pour savoir le pourquoi de cette chronique et pourquoi que les Africains, les diplomates africains, inclus les Marocains, comme ça a été cité, ce sont des malades. Non, moi je pense que, comme j'ai raconté dans ma chronique, il faut de la cohérence. Et souvent, on prend des décisions, après les chefs d'État s'aperçoivent de la portée de la décision et décident de revenir alors qu'ils ont donné leur accord. Dans la chronique, je cite des exemples précis. C'est les chefs d'État qui ont dit au ministre des Affaires étrangères de préparer un texte dans le cadre de la CEDEAO, un texte qui autorise une intervention militaire. Après, quand ils se sont aperçus que l'intervention était possible, ils se sont rétractés, ils ont grondé les ministres en leur disant mais qui vous a dit de faire ça? Alors que c'est eux-mêmes qui ont donné, qui ont dit au ministre de le faire. Donc il y a ce type d'incohérence qui font que souvent, et moi, le biais que j'ai trouvé pour pouvoir interpeller justement les chefs d'État pour qu'on soit rigoureux dans la façon de travailler, parce que souvent, je le dis avec beaucoup de regrets, lors des sommets de l'Union africaine, les sommets ne commencent pas à temps. Le deuxième jour, la plupart des chefs d'État sont partis, ils n'assistent pas à la fin du sommet. Donc il y a des problèmes qui sont des problèmes de rigueur, des problèmes de la façon de faire qui peuvent nuire à l'efficacité du travail qu'on fait. Et c'est pour cette raison que j'ai écrit cette chronique qui m'a été inspirée par certains ministres des Affaires étrangères qui ont vécu justement ces cas d'incohérence où on leur dit de faire quelque chose, ils font après, on leur dit mais qui vous a dit de faire? Donc tout ça fait que ce va-et-vient, cette hésitation, cette contradiction font que souvent on n'est pas très efficace dans les décisions qu'on prend. Qui dit ministre aux diplomates africains laisse supposer les autres, et notamment européens, pourquoi ces gens-là ne sont pas malades? Non, je pense que non, vous avez votre question est pertinente. Parce que simplement, la façon de travailler des chefs d'État qui donnent des instructions aux ministres est une façon très claire et efficace. Quand les chefs d'État disent aux ministres faites quelque chose, les ministres font, les chefs d'État ne reviennent pas pour leur dire qui vous a dit de faire ça. Et moi, pour moi qui ai vu souvent comment se font les sommets de l'Union européenne, les sommets se font avec beaucoup plus de rigueur que chez nous. C'est pas parce qu'on est moins intelligent, mais simplement parce qu'on est moins rigoureux. Donc, du coup, les diplomates européens, ils savent ce qu'ils doivent faire. S'ils le font, ils savent qu'ils ne seront pas désavoués, ils savent que leur travail va être respecté, ils savent qu'il y a un agenda, donc ça leur facilite la façon de travailler. Mais chez nous, souvent, il y a de tâtonnements. Heureusement que lors de ce dernier sommet, le nouveau président de l'Union africaine, le professeur Alpha Condé, a dit que je vais changer notre façon de travailler. On va commencer à l'heure, on va finir à l'heure, et tous les chefs d'État doivent être là du début à la fin du sommet. Donc, il y a espoir que les ministres des Affaires étrangères vont tomber moins malades. Ils vont tomber moins malades avec les résolutions qui ont été prises au dernier sommet de l'Union africaine. Espérons-le. Ma dernière question, M. Siddiq Abba, c'est l'actualité politique française. Oui. On vit actuellement une campagne électorale française mouvementée avec des hauts et des bas, des affaires et pas d'affaires, des propos d'amalgame, il y a plein de choses. Donc, et le citoyen, il est dans la tourmente. Ma question, elle s'adresse à un Africain, mais aussi elle s'adresse à un Africain, aussi à des Arabes qui sont assez nombreux, qui représentent quand même une forte communauté. Comment vivent-ils cette campagne électorale sur le plan médiatique, mais aussi sur le plan politique? Non, je pense qu'il y a beaucoup de déceptions. En tout cas, moi qui suis africain et qui suis journaliste aussi en même temps, j'ai beaucoup de déceptions envers la campagne européenne, la campagne française. Parce que si vous voyez les rapports avec la Méditerranée ou le rapport avec l'Afrique subsaharienne ne reviennent absolument pas dans les débats. On n'en parle même pas comme si ce n'était pas important. Or, aujourd'hui, lorsqu'on prend la sécurité, on parle beaucoup dans cette campagne de la sécurité de la France. Mais la sécurité de la France, elle passe par le Maghreb, elle passe aussi par le Sahel, elle passe donc. Il faut aussi que ces questions-là, lorsqu'on les aborde, il faut aussi parler des relations entre la France et ses partenaires africains, qu'ils soient d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne. Il faut aborder cette question, non pas simplement sous le prisme de la colonisation. Lorsqu'on a parlé de cette affaire du fait que la colonisation est un crime ou pas, tout le monde s'est saisi à essayer d'instrumentaliser
comme on peut non. Alors qu'il faut aujourd'hui, à mon avis, il faut envisager dans la campagne européenne. La France doit s'ouvrir au monde. Elle doit s'ouvrir principalement à l'Afrique, qui est un partenaire important. Comme dit quelqu'un, l'Afrique est à 17 km, Tanger est à 17 km de l'Europe. Donc quand on parle de ces questions-là dans le débat français, il faut, à mon avis, comme il reste encore un peu de temps, il faut que ce débat-là puisse aborder aussi des questions aussi importantes que la relation que la France veut construire avec ses anciennes colonies. On ne parle pas de colonies, mais ses partenaires africains, qu'ils soient d'Afrique du Nord, qu'ils soient d'Afrique subsaharienne. D'autant qu'il y a beaucoup aujourd'hui une diaspora importante originaire de ces pays qui peut servir de pont entre la France et ces pays-là. Donc, il faut savoir quel type de relation la France veut avoir avec ses partenaires d'Afrique subsaharienne et d'Afrique du Nord, et quel rôle la diaspora qui est à la fois française, parce que pour certains, c'est devenu des franco-africains, quelle passerelle ces gens peuvent jouer. Donc, toutes ces questions-là, à mon avis, il faut les aborder plutôt que de s'appesantir souvent, j'ai l'impression que la campagne n'aborde pas des questions de forme, elle reste dans le cum, on aborde des petits détails qui, de mon point de vue, ne sont pas aussi importants que la place que la France entend donner à ses relations avec ses avec ses partenaires africains, qu'ils soient d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne. Exactement. Merci Sadiq Abba de votre acceptation d'être notre invité. L'émission Arc-en-Ciel, comme vous le savez, c'est une émission citoyenne. Nous ne sommes pas des journalistes, mais on parle vrai, ni plus ni moins. Nous respectons les médias, les journalistes confirmés, les journalistes qui ont le verbe, mais aussi leur intégrité. Et c'est l'occasion pour nous de faire pour la promotion aussi de ces journalistes africains, marocains, qu'ils ont la foi dans leur activité. La bienvenue à tout moment de M. Sadiq Abba dans l'émission Arc-en-Ciel. Merci beaucoup. À très bientôt. Avec plaisir, et moi je suis à votre disposition chaque fois que vous avez besoin. Merci, M. Sadiq Abba. Juste pour vous dire que après vous, il y aura une chronique qui va vous interpeller certainement, une chronique du professeur Boufkek sur les marchands de l'information, voilà, ces marchands de l'information qui maintenant sont nombreux, à travers des sites, à travers des radios mid et à travers vous savez comment ça se passe, avec 300 €, je peux avoir une antenne sur Internet et je dis ce que je veux. Avec 100 €, je peux créer un site et je peux faire ce que je veux. Donc, tout est possible. Maintenant, cette banalisation de l'information et le risque devient un outil pour des institutions ou des personnes pour leur promotion. Qui est le risque? Comment voyons-nous ça avec le professeur Abdelatif Kek, avec tous mes remerciements. Merci beaucoup. Au revoir. Bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Arc-en-ciel au cœur du Maroc.